Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. Il est l'homme de la réforme des programmes du cours préparatoire au collège. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Michel Lusseau, président du Conseil supérieur des programmes. C'est l'interview politique d'Europe 1. Messieurs, c'est à vous. Et vous remettez ce soir à la ministre Najat Vallaud-Belkacem le projet de réforme des programmes. Bienvenue Michel Lusseau, bonjour. Alors c'est donc la dernière version de cette réforme. Elle avait provoqué un tollé à partir du mois d'avril. Et la critique entre nous était légitime et utile. Est-ce que vous n'avez fait que corriger ce que vous appeliez ce texte martyr illisible? Vous l'avez corrigé ou à peine retouché? Non, nous avons fait bien plus que de le retoucher. Nous l'avons corrigé de fond en comble. Pas simplement une petite couche de peinture, mais nous avons reconstruit l'édifice à partir des critiques du mois de mai. Alors, les programmes de chaque matière sont composés pour 3 ans. Ça, c'est une innovation. Programme de cycle, voilà. Oui, et alors, ce qui est important, c'est que ces cycles de 3 ans forment une continuité de 9 années, les 9 années quasiment de la scolarité obligatoire. Et pour la première fois, dans toutes les disciplines, les apprentissages seront continus et homogènes pendant ces 9 années pour mieux suivre la progression des élèves. C'est une innovation. Oui, c'est peut-être la principale innovation de ces programmes. On va voir maintenant ce qui vous était reproché. Il y avait des thèmes obligatoires en caractère gras dans la première version et d'autres qui étaient facultatifs, c'est-à-dire laissés au choix de l'enseignement. Désormais, il n'y a plus... Non, j'avais déjà annoncé au mois de juin que nous reviendrions sur ce dispositif qui n'était pas compris, donc nous l'avons changé. Et alors en histoire, on disait la chronologie va disparaître. Est-ce que cette fois, vous l'avez définitivement affirmé? Là aussi, la chronologie était déjà présente, mais elle a été très clairement réaffirmée. On ne peut pas enseigner l'histoire à des élèves de ces âges sans passer par la chronologie. Mais alors, quand on dit obligatoire, on promettait des programmes qui étaient plus légers. Tout devenant obligatoire, va devenir plus lourd. Vous savez, la lourdeur des programmes, c'est pas simplement une question de nombre de thèmes à aborder, c'est aussi lié à la façon dont on aborde ces thèmes. Donc les enseignants seront sensibilisés au fait que nous n'avons pas affaire à des historiens professionnels, donc nous ne pouvons pas approfondir tous les thèmes. Et ces programmes sont faisables. Alors, l'islam était en caractère gras et au choix, la chrétienté, le judaïsme et l'esprit critique, on avait jugé défavorisés. Cette fois-ci, nous avons levé les ambiguïtés, puisque c'était plus des ambiguïtés d'écriture que des problèmes de fond. Il est clair qu'on étudie la naissance de l'islam dans un thème sur le 7e et le 12e siècle, mais à partir de quelle classe? La 5e, comme ça se fait en ce moment, mais qu'on mettra en perspective l'islam avec les empires carolingiens, byzantins et avec d'autres sociétés. Michel Lusseau, certains historiens comme Pierre Nora, Patrice Guénifé reprochaient à ces programmes d'exprimer une France coupable du colonialisme, de l'esclavage, des traites négrières. Vous avez corrigé? Là aussi, les choses ont été reprises. Nous avons discuté par exemple avec Patrick Weil, qui est un historien connu, qui a beaucoup écrit sur l'identité française, qui insiste sur le fait que dans l'histoire humaine, il y a des zones d'ombre, mais il y a aussi ce qu'il appelle des moments de lumière, et qu'il faut que l'histoire montre aux élèves ces deux aspects, les aspects problématiques, mais aussi les grandes conquêtes sociales et humaines. C'est-à-dire que l'histoire, qui est tragique tous les jours, peut avoir des aspects positifs et offrir des opportunités, des chances. Bien sûr. Il faut aussi insister sur cela. Ce que vous montriez moins dans la première version, est-ce que, comme demandait Hervé Guémard dans son livre, c'en est fini ou ça sera fini de l'autoflagellation? Il n'y avait pas d'autoflagellation et je crois je crois que certains la voyaient parce qu'ils l'avaient dans leur propre tête, mais je pense qu'en tout cas, nous montrons une histoire qui est une histoire lucide avec ses moments extrêmement critiques, mais aussi les grandes conquêtes qui existent tout au cours de l'histoire de la France et de l'humanité. Vous n'oubliez pas la géographie, vous le géographe. À partir de quand, par exemple, les migrations sont-elles enseignées? Alors on les enseigne dès le cours moyen 2e année, mais surtout c'est en 4e qu'il y aura un grand moment d'étude des migrations comme grand mouvement du monde contemporain. C'est-à-dire que les élèves pourront comparer les migrations de 2015 à d'autres qui les ont précédées. Oui, parce puisqu'en histoire ils étudieront d'autres moments de migration et ils comprendront d'ailleurs que le fait migratoire n'est pas nouveau, ils comprendront que le fait migratoire concerne plus les pays du Sud entre eux que les relations entre les pays des Sud et les pays des Nord, donc ils mettront en perspective le fait migratoire, ce qui est très utile. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus souvent comparer. Oui, c'est la volonté que nous avons eue de faire des liens entre toutes les disciplines pour que les élèves puissent comparer pour mieux comprendre, puisque c'est quelque chose qui est pour nous tout à fait essentiel. Alors, le latin et le grec, on annonçait avec beaucoup d'inquiétude, Michel Lusseau, la mort lente et noyée entre plusieurs disciplines, la culture de l'Antiquité. Qu'est-ce que vous avez fait pour peut-être sauver le latin grec si important? Nous traiterons les enseignements de langue
langues de latin et de grec un peu plus tard, puisque ce sont des enseignements complémentaires, mais nous avons déjà renforcé, et je m'y étais engagé dès le mois de juin, l'histoire, l'étymologie, la partie étymologie de la langue française, et nous avons aussi renforcé la présence des civilisations de l'Antiquité, par exemple dans l'enseignement de la littérature. Mais on apprendra le latin et le grec, en essayant de faire que jusqu'au bout de la scolarité, on continue à en faire. La ministre vous en parlera sans doute mieux que moi, mais il y aura des enseignements complémentaires de latin et de grec, lors desquels on apprendra le latin et le grec. Et vous avez prévu des cours complémentaires ? Oui, c'est ce qu'on appelle les enseignements complémentaires. 1 heure, 2 heures ? 1 heure ou 2 heures selon les classes. Alors les notes, tout à l'heure, Virginie Salmen, qui est la spécialiste d'Europe 1, a révélé que la notation de 1 à 20 allait probablement disparaître parce qu'elle serait injuste, qu'elle angoisse, humilie trop et les élèves moyens. Alors elle va être remplacée par des notes, disait Thomas Soto tout à l'heure, allant de 1 à 4 ou à 5. Qu'est-ce que ça va changer ? Bon, vous savez que moi je m'occupe des programmes, pas de l'évaluation, mais ce qui est sûr, c'est que le Conseil supérieur des programmes, il y a 1 an déjà, avait proposé que l'on reprenne la réflexion sur les notes et que l'on mette en place un système de notation qui privilégie les progrès continus des élèves tout au long de la scolarité. C'est à cela que sert un barème de ce genre. C'est-à-dire que le 5, c'est celui qui monte sur le podium, le meilleur. Le 5, en principe, c'est celui qui maîtrise absolument toutes les connaissances et toutes les compétences qu'on cherche à lui faire maîtriser. Thomas, il aura 5, 4, 5, sans aucun doute. 5 et demi. Et le 1, si je suis encore sur 20. comprends bien, puisque encore une fois, ça n'est pas le Conseil supérieur des programmes qui est à l'origine de ce système. Et le 0 meurt. C'est-à-dire que le 0 partirait du principe que l'élève ne sait absolument rien. Or, tout élève sait un peu quelque chose et il faut partir de ce quelque chose. Michel Lusseau, nous avions tous dénoncé, puisque vous étiez venu au mois d'avril, mai, juin, le charabia, la cuistrerie prétentieuse des textes qui concernaient le sport. On peut donner 2-3 exemples. Nager en piscine, c'était traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion de la tête dans un milieu aquatique standardisé. Oui, on a changé, ça sera nager tout simplement. Et le ballon, c'était un référentiel bondissant. Bon, un ballon est un ballon, donc on essaiera de le nommer comme tel. C'est-à-dire que les précieux ridicules, vous les avez réduits aux sciences. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un point commun, un point clé dans tout ce que vous proposez ? Je crois qu'un des éléments clés, c'est que pour la première fois, les programmes, pendant 9 années, donc, insistent beaucoup sur la compréhension. Vous savez, un élève peut être capable de lire un texte, mais il n'est pas certain qu'il le comprenne, de faire une équation, mais il n'est pas certain qu'il en comprenne le principe. Donc nous insistons sur la compréhension, c'est vraiment tout à fait essentiel. Mais pour faire plaisir aux opposants, au gouvernement, aux syndicats, aux enseignants, aux parents, votre réforme, en fait, elle n'est pas vidée par la politique et l'idéologie. Non, vous verrez en lisant les textes qu'elle est au contraire très pleine de contenu et que ces programmes sont les plus nouveaux que la France ait connus depuis très longtemps. Donc votre projet précédent ? On peut le déchirer. Voilà ce qu'on en fait. Et voilà pourquoi il faut regarder sur Europe1.fr les interviews de Jean-Pierre Elkabbach. Merci beaucoup Michel Lusseau d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, c'est donc la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui sera en direct avec vous, Jean-Pierre. Parce que c'est elle qui décide. Et je vous mets un 5 sur 5, vous avez rendu parfaitement à l'heure ce matin. Merci Jean-Pierre et à demain.